Entretien du Marquis, bonjour à tous. Réforme des retraites adoptée, la température monte en France. Avant de traiter cette information, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail grâce aux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Annie C. et Didier Ferrezou. Merci à eux. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, vous êtes de plus en plus nombreux à lever le petit pouce bleu. C'est en effet comme cela que je gagne en visibilité sur la toile. Le combat contre Emmanuel Macron n'est pas terminé. J'ai presque envie de dire, il vient réellement de commencer. J'en parlerai dans la suite de cette vidéo. On va revenir au lundi 20 mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette réforme des retraites a-t-elle été adoptée? Eh bien, vous le savez, il y avait une motion de censure et dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué qu'il manquait une dizaine de députés, certains parlaient même de 5. Il s'est trouvé que la motion de censure a été rejetée pour seulement 9 députés. Pourtant, lorsqu'on regardait sur le papier, il y avait une quinzaine de députés qui auraient pu se joindre à cette motion de censure. Alors, eh bien, on va reprendre le déroulé. Il est donc 6h du matin... Non, 6h du soir, pardon. Pour moi, il est donc 18h. Pour vous, il est 8h du matin. Je vois apparaître dans le Figaro un titre qui vient du bureau politique LR. Aurélien Pradié ne votera pas la motion de censure. Je me fends d'un tweet assassin contre Aurélien Pradié. L'encre numérique, je dis l'encre, c'est une métaphore bien sûr, n'a pas le temps de sécher, que j'ai une alerte. Et cette alerte, la voilà. Retraite, Aurélien Pradié votera la motion de censure Lyotte. Il annonce cette nouvelle au micro de Sonia Mabrouk et il explique qu'en tant que patriote, il ne peut pas faire autrement. Bravo à lui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... c'est ce que nous allons voir tout au long de la journée. Il y a des pressions, il y a des intimidations, il y a de fausses nouvelles qui sont manifestement organisées par le pouvoir. L'espoir est donc permis. Il y aura peut-être un effet boule de neige. Il y a ces 10-15 députés LR qui se cherchent et on espère en effet qu'ils rejoindront Aurélien Pradié. Et puis apparaît un sinistre personnage... Non, là c'est le mini-mi de Ciotti, c'est pas lui. Alors le vrai Ciotti, le voilà, le visage fermé, et il explique que les 3/4 des députés LR, ne voteront pas la motion de censure. Et là, tout est perdu. Je laisse tomber les réseaux sociaux, je peux aller me coucher. Je sais très bien que si les LR ne votent pas, c'est terminé. La journée continue et on en apprend de belles. En effet, la députée Estelle Youssouffa, qui est députée de Mayotte, explique qu'elle a reçu des pressions, que si je soutenais la motion de censure, cela empêcherait la destruction de bidonvilles à Mayotte. Vous imaginez la gravité du chantage. Nous avons appris de la bouche même d'Aurore Berger que les LR venaient aussi négocier auprès du gouvernement et qu'ils n'auraient certainement pas accepté. Nous avons aussi des accusations contre Bruno Le Maire. Il a expliqué, je l'ai dit dans une précédente vidéo, qu'il était prêt à attaquer tous ceux qui affirmaient ce genre de choses pour diffamation. Il y a de très nombreux bruits de couloir. Des députés LR ont dit en off qu'en effet, ils avaient eu de grosses pressions pour ne pas voter la motion de censure. Est-ce qu'on est encore en République ou dans la Ripoublique ? À ce moment-là, Elisabeth Borne monte à la tribune pour accuser Charles de Courson d'être un opposant notoire au mariage pour tous. Son principal reproche, il a été un opposant notoire au mariage pour tous. Je tiens à signaler à Elisabeth Borne qu'en France, la liberté de conscience existe encore. Vous ne pouvez pas reprocher à un député, surtout conservateur comme Charles de Courson, d'avoir des convictions. C'est parce qu'il a ces convictions qu'il s'est opposé à la réforme des retraites, même si, en 2013, je crois, il était pour la réforme à 64 ans, parce que c'était dans les tuyaux des LR. Ce que j'apprécie justement avec Charles de Courson, c'est qu'il est capable d'analyser quelque chose et de reconnaître ses erreurs. Vous lui en voulez à Charles de Courson, et pourquoi ? Je voudrais quand même rappeler quelque chose. Je vous avais dit que Charles de Courson s'était élevé contre le gouvernement Macron, et notamment pendant l'épisode des Gilets jaunes. Il avait donc
poussé un coup de gueule contre la loi anti-casseurs. Il avait fustigé le texte qui autorise les préfets à prendre une interdiction de manifester. Et il avait rappelé qu'on n'avait pas vu ça depuis Vichy. Il avait accusé le président Macron donc d'avoir une dérive autocratique. Et Elisabeth Borne ne pouvait pas ne pas le rater. Ridicule. Quant à Aurore Bergé, elle n'a pas hésité à dire. Vous imaginez un Premier ministre du nom de Charles de Courson, on a envie de lui rétorquer, vous imaginez que le chef de la majorité Renaissance, c'est Aurore Bergé. Voilà. Bon, c'est relativement simple, c'est de la vanne de cours d'école, mais Charles de Courson est un homme estimable. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, et notamment en organisant cette motion de censure qui a failli réussir. Car il faut ajouter un élément. Sous la Ve République, aucun gouvernement n'a jamais eu une motion de censure à ce niveau-là, c'est-à-dire de risquer de tomber pour 9 députés. Non, ce n'est jamais arrivé. Autrement dit, le gouvernement Borne et Macron est à une portée de fusil. Je pense que les 40 députés LR, aujourd'hui, se sentent dans un état difficile, on va dire, et j'expliquerai pourquoi. Alors, il y a eu ce fameux vote, et... Encore quand je dis ça, non. Le vote n'a pas eu lieu, et paf, alerte info, la motion de censure du groupe Lyot est rejetée par l'Assemblée nationale. Patatras, le vote n'a pas encore eu lieu. Donc, on sentait dans la part des rédactions une grande fébrilité, parce que si ce gouvernement tombait, c'est toute la Macronie qui tombait, et vous imaginez tous ces éditorialistes, tous ces journalistes aux ordres qui ont fait vraiment le travail de collaboration pendant des années, se retrouvaient dans une situation très compliquée. Ils étaient fébriles. Alors on va regarder quelque chose, je n'aime pas trop ça, mais malgré tout, je vais la montrer. Ce sont ces républicains qui n'ont pas voté cette motion de censure. Il y en avait une dizaine pourtant qui avaient expliqué qu'ils étaient prêts à la voter. Honte à eux. Et je ne parle même pas d'Emmanuel Ménard, parce que là encore, je pourrais devenir grossier. On va conserver sa courtoisie. On ne dira pas ce qu'on pense du groupe, du couple plus exactement, le groupe aussi, Ménard. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la réforme des retraites, vous aurez de l'espérance de vie en plus. C'est normal de travailler jusqu'à 64 ans. Vous allez gagner 2-3 années d'espérance de vie. Vous le savez bien. En tout cas, c'est le gouvernement qui vous a dit ça. En fait, non, pas du tout. Notre espérance de vie décroît depuis 3 ans. Alors, on est bien en train d'entendre qu'on va travailler plus longtemps, certainement jusqu'à 67 ans, parce que c'est dans la GOPE, c'est-à-dire les grandes orientations de politique européenne, mais en plus, nous perdons en effet de l'espérance de vie. Comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, c'est relativement simple. Que ce soit ce Jean-David Zetoun ou d'autres, ils expliquent que les Français sont davantage urbains, donc ils font moins de sport, ils font donc moins d'activité physique en général, ils ont une nourriture qui est bien moins bonne que celle de leurs parents, une nourriture plus industrielle, plus salée, plus sucrée, plus grasse, et que cette génération a fait pas mal d'excès. De plus, la science n'a pas fait de bond extraordinaire depuis les antibiotiques d'après-guerre, depuis la découverte des antibiotiques. Le résultat de tout cela, eh bien, les générations qui montent ont davantage de comorbidités, de cancers. Voilà, donc on perd de l'espérance de vie. Je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne, eh bien, voilà un épidémiologiste qui vient nous l'expliquer dans le Figaro. Vous imaginez, dans le Figaro. Est-ce que cette réforme des retraites va être malgré tout, elle ira jusqu'au bout ? Je ne réponds pas de suite à cette question. J'ai d'autres éléments à vous donner. Notamment, on a vu quelque chose d'assez intéressant, c'est ce fameux rapport du GIEC. Alors, on va le regarder, ce rapport du GIEC. Les points clés du rapport du GIEC, responsabilité de l'homme vers un monde à plus de 2,7 degrés, besoin de financement, etc. Ce qui est très gênant dans ce rapport du GIEC, c'est qu'il a tendance à adopter les conclusions que j'ai déjà lues 1 ou 2 années auparavant dans le World Economic Forum. Notamment, ils aimeraient faire en quelque sorte des nouveaux villages où vous auriez tous les services. Les gens n'auraient plus à se déplacer. On pourrait aller au travail en vélo, à l'école. Très bien cette vie de village. Le seul ennui,
c'est qu'on ne pourra peut-être plus sortir de ce village. Et certains commencent à craindre d'être assignés à résidence, un petit peu comme dans certains pays totalitaires. Eh bien, c'est dans le rapport du GIEC. Très, très, très inquiétant. En tous les cas, le réchauffement climatique en France, ça me paraît assez juste. Nous avons appris en effet que la banquise se disloquait, mais attention, pas n'importe quelle banquise, c'est la banquise LR, dissolution des Jeunes Républicains du Morbihan. Après tous les grands ténors LR qui ont rejoint soit Reconquête, soit le Rassemblement National, nous avons vu des jeunes militants LR rejoindre déjà le RN ou Reconquête, on voit bien qu'en effet, LR est comme un énorme iceberg en train de fondre. Et puis ce qu'on a constaté, c'est qu'à Paris, la température a sacrément augmenté hier soir. Il faisait même très très chaud dans les rues de la capitale. Poubelles en flammes, incendies, et puis il y avait de très gentils pompiers, qu'on appelle les braves pompiers, qui ont essayé d'éteindre tous ces incendies à grands coups de matraque dans les figures, qui tapaient les gens à terre, qui empêchaient les journalistes de faire leur travail, les fameux braves miliciens du pouvoir macroniste. Les images que nous avons sont absolument terribles. D'ailleurs, cela commence à inquiéter légèrement certains députés Renaissance. Comme nous le dit l'excellent Marc Andelweld, la panique gagne la Macronie. Patrick Vignal, Renaissance, il faut suspendre la réforme des retraites. Et oui, il y a une raison à cela. On connaissait le scénario, il était écrit à l'avance, un petit peu comme dans une tragédie. Vous savez, dans une tragédie, ce qu'on appelle la scène d'exposition annonce la fin de la pièce. Il n'y a pas de suspense dans une tragédie. Eh bien, avec cette réforme des retraites, il n'y avait pas non plus de suspense. L'extrême gauche allait tout casser, Emmanuel Macron allait apparaître comme le garant de l'ordre et les Français allaient l'acclamer. Et puis en fin de compte, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour quelle raison ? J'ai regardé les images avec beaucoup d'attention. Les gens qui manifestent spontanément sont, j'ai envie de dire, de tous les bords politiques. Il y a des patriotes, il y a en effet de l'extrême gauche, il y a des jeunes socialistes, il y a des jeunes bobos. Alors, le seul pincement de cœur que j'ai, c'est que beaucoup de ces Parisiens, beaucoup de ces urbains, lorsque les Gilets jaunes ont manifesté, ils ont eu la morgue en disant ce sont les bouseux de la campagne. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la même situation. Si le peuple de France avait fait preuve d'un peu plus de fraternité avec toutes les classes sociales, nous ne serions pas dans cette situation. Nous nous serions débarrassés du tyran Macron. Alors, voir aujourd'hui un député Renaissance nous expliquer « Ah là là, il faut suspendre la réforme des retraites », ça devient véritablement très intéressant. Je crois que le gouvernement est dans une impasse totale et je pense que certains même députés LR qui n'ont pas voté la motion de censure se retrouvent ce matin avec une gueule de bois. Pour quelle raison ? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir des 49.3 tous les 4 lundis ? Est-ce que cet affrontement à l'Assemblée nationale va continuer ? Nous savons que le capital d'Emmanuel Macron est tombé. Que peut-il faire ? Vous vous souvenez qu'en septembre, lorsqu'il avait évidemment prévu cette réforme des retraites, il savait qu'il allait être crié, brûlé, carbonisé, et qu'il envisageait de démissionner. Nous nous retrouvons donc dans une situation extrêmement complexe. Je vais passer maintenant à un dossier, parce que vous m'avez interrogé. Vous m'avez dit pourquoi l'affaire Palmade n'a pas eu son retentissement. Eh bien, c'est tout simple. Il y avait un témoin qui s'appelle Fabien Fleury, qui possédait les fameux documents de petite enfance où Pierre Palmade était présent. Eh bien, aujourd'hui, ce personnage est en prison, il est accusé de trafic de drogue et de détention d'images de la petite enfance. Vous comprenez bien qu'il y a pression aujourd'hui sur les témoins pour que rien ne sorte. Je vous ai expliqué aussi qu'avec Gérard Fauré, et avec sa fameuse théorie, maintenant celui qui parle de cela est un complotiste. Et nous avons eu une excellente illustration, et je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez voir. Nous avons vu Élise Lucet littéralement se coucher sur cette histoire. Élise Lucet était interrogée par Patrick Cohen, le grand
inquisiteur médiatique du sévice public qui faisait passer Élise Lucet à la question. Au Moyen-Âge, la question, c'était aussi la torture. Et Élise Lucet s'est aplatie. Mais je n'ai rarement vu une soumission en direct de cet ordre. On lui parle de ce fameux reportage dont je vous ai mis un lien dans une précédente vidéo. Vous voyez de quoi il s'agit? Eh bien, elle ne se souvient plus exactement, elle nous raconte quelque chose qui n'était pas dans le reportage. Bref, elle s'aplatit tout simplement parce que Patrick Cohen dit que son reportage sert les intérêts des complotistes. Voilà. Maintenant, si vous allez sur ce sujet-là, même si vous avez un tueur en série, eh bien, vous serez accusé de complotisme. Voilà pourquoi Gérard Fauré est passé à la télévision. Eh oui, c'est lamentable. Alors, quant au personnel politique, des fois, on a envie de bien rire. En effet, Mélenchon, c'était le grand copain d'Éric Zemmour. Et oui, ils se tapaient, ils faisaient la fête ensemble. Et sachez que c'est officiel, que les témoignages sont là. Et nous avons même un reportage vidéo où Zemmour, je le connais, il n'est pas raciste, c'est un brillant intellectuel. En effet, ils étaient très amis tous les deux. On sait aussi que Mélenchon, par ses réseaux, était très ami avec Brice Hortefeux. Alors, quand on nous explique évidemment que tout cela est faux, nous avons les témoignages, nous avons les vidéos. Bon, c'est très bien que la politique, c'est un jeu d'ombre, c'est une mascarade de temps en temps. Il ne faut pas oublier que Mélenchon, à un moment donné, je me rappelle, je suivais son blog, parce que c'était un député européen qui nous donnait de très bonnes informations et je m'en servais à l'époque pour écrire des articles. Mélenchon a été républicain, Mélenchon a été anti-européen et il était dans la sphère, en quelque sorte, j'ai envie de dire, des gens fréquentables. Nous n'étions pas d'accord avec lui pour des questions idéologiques, mais on le respectait. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce qu'il défend aujourd'hui des fanatiques religieux. Allez, on va encore passer sur quelqu'un qui fait la une toutes les semaines. Alors j'ai fait un numéro sur ses mésaventures avec IC Diamond et on apprend qu'après avoir été condamnée, Anne Hidalgo communique le détail de ses dépenses de fonction comme maire de Paris en 2017. Nous apprenons en effet qu'elle faisait passer dans ses frais des robes Dior et Courrèges. Alors il faut savoir qu'elle refusait de donner ses notes de frais, mais comme c'est illégal, eh bien, elle a été condamnée. Et on comprend pourquoi elle a essayé de cacher ses notes de frais. Elle faisait payer par les Parisiens ses robes. Elle nous fait croire en disant « oui, mais bon, je les réutilise ». Il faut savoir que lorsqu'on est une personne publique, certains couturiers prêtent gratuitement certaines robes justement parce qu'ils sont en représentation. Le fait qu'elle en achète, eh bien, c'est pour des raisons évidemment personnelles. Voilà Anne Hidalgo. Et puis nous apprenons encore, mais ça n'arrête pas, vous avez l'habitude de cette litanie de gens corrompus, quand le directeur du parti Les Centristes en garde à vue pour trafic de cocaïne de synthèse au cours de soirée, oui, celle de Pierre Palmade, et ce même personnage déplorait que nous soyons dans le tout répressif en matière de stupéfiants. Oui, c'est littéralement stupéfiant. Encore que nous commençons à avoir l'habitude de ce genre d'individus. Cette vidéo se termine. J'ai essayé de conserver un ton léger par rapport aux images que j'ai vues sur Paris, la violence qui s'est abattue sur les gens qui ont manifesté. Cette violence s'exerce aussi à Montpellier, à Lille, un peu partout en France. C'est véritablement inquiétant. Emmanuel Macron donne des ordres. Il essaie de terroriser une grande partie des gens qui s'opposent à lui. Et comme je vous l'ai expliqué, il reprend le scénario des Gilets jaunes. Mais ça ne marche pas. Tout le monde est très inquiet de sa dérive autoritaire. Il suffisait de regarder même BFM et LCI pour comprendre que la peur est en train de changer de camp. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis à m'écrire de gentils messages parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre combat. Allez, bonne journée et à bientôt.